Donc Michel, vous êtes expert en géopolitique et en gestion de crise. Vous justifiez d'un parcours professionnel impressionnant puisque vous avez passé 35 ans à l'international dans des grands groupes et vous avez créé plusieurs sociétés de conseil. Vous connaissez 60 pays et maîtrisez 4 langues et vous, indépendamment, vous enseignez dans plusieurs villes. Et le sujet de ce soir est passionnant, donc on vous écoute avec toute notre attention. Merci Chantal. Bon, bien entendu, comme on a le temps très court, je remercie bien sûr le président, Chantal et Jean-François Mermet de me permettre d'un témoin ou un missi dominici sur ce conflit États-Unis-Chine qui va durer très longtemps. C'est pour cette raison qu'il faut garder le sourire. La gestion de crise, d'ailleurs, mon module, on a beaucoup de pages, on peut parler pendant des heures. Je pense que pour certains d'anciens, là, vous avez cité quelqu'un que je connais bien, Laurent Delay. Je ne sais pas qui est-ce qu'il connaît, parce que je connais un peu son parcours, on s'était vu dans le passé. Bon, donc, J'en parlerai après. Oui, on verra après. Si ce conflit États-Unis-Chine, pourquoi je m'y suis intéressé? D'une part parce que je connais assez bien l'Extrême-Orient. Hein, je suis toujours prof en Master 2 sur le Japon et la Corée et au niveau licence sur la Chine. Bien, sur la Chine, donc, je suis président d'une association entre la France et le Sichuan, c'est le pays des pandas. Et alors, revenons sur le sujet essentiel, conflit États-Unis-Chine, qui va durer. Et mon questionnement en tant que citoyen français et européen, c'est comment nous, quel jeu on peut avoir? Un jeu intelligent, bien informé, pas naïf et lucide, mais pas un jeu comme nos amis américains du temps de Trump, où c'est un rival stratégique, l'ennemi, tandis que dans l'appellation de l'Union européenne, on appelait ça concurrent systémique. Déjà, au niveau de la sémantique, il y a une différence. Et d'ailleurs, en fait, je pense que c'est dans la tradition européenne où malheureusement on n'a pas de défense ni moyen de renseignement commun. Je rappelle que sur l'Europe, j'ai été un acteur, je suis toujours d'ailleurs un acteur dans des groupes de travail sur comment assurer non seulement la survie de l'Europe, mais aussi une défense européenne, parce qu'il n'y a pas de défense. Hein, il n'y a pas de défense. Hein. Si on additionne les PNB, les budgets de défense des différents pays, on va arriver à 240, mais finalement, c'est du pipeau, il y a 13 milliards. Donc actuellement, il n'y a pas de défense, nous sommes totalement sous la dépendance de nos amis américains, sauf que Trump a quand même été un catalyseur d'une sorte de renouveau, d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait la défense européenne. Pendant 30 ou 40 ans, vis-à-vis de nos amis américains, évidemment, on dépendait totalement d'eux, mais un OTAN, même si on le garde, il faudrait qu'il y ait une défense à pilier important. Je parle de ces notions-là parce que, bon, comme je ne connaissais pas vos passés, mettez un petit triangle sur les pays de puissance. Un petit triangle, alors, en haut, vous mettez la puissance économique, l'innovation, l'industrie et la devise, parce qu'une devise est un instrument de puissance. Et rappelez-vous que l'euro n'existe que depuis quelques années seulement. Moi, j'ai un copain qui était un ancien de la BCE. Maintenant, il est revenu, il a rempli sa mission pendant 20 ans. Le deuxième pilier, c'est toutes les valeurs civilisationnelles, donc philosophie, religion, nanani, nanana. Et le troisième, ben, c'est la force hard power, c'est la force militaire et le renseignement. Ces deux domaines, l'Europe est absente. Et moi, je l'ai dit, je l'ai écrit, il n'y aura pas d'Europe sans Europe de défense. Donc là, tout le monde n'a pas la même vision. Alors maintenant, revenons sur les États-Unis et Chine. Bon, la Chine s'est développée de manière outrance. Je ne veux pas faire un historique, mais après Deng Xiaoping, qui était né au Sichuan, d'ailleurs, qui appartenait à une tribu Hakka, une sorte de secte, mais il s'était bien entouré. Le PNB de la Chine, c'était quasiment zéro. Donc les Chinois se sont inspirés du système japonais. Rappelez-vous, Meiji, hein, ils ont failli se faire coloniser, et puis avec l'ère Meiji, eh bien, 30 ans après, en 1905, bataille de Tsushima, une puissance non blanche détruit la flotte russe. Bien, donc, c'était un événement aussi important qu'aller sur la Lune. Donc, la Chine a fait une progression considérable. Ils ont été un low profile tout au début. Hein. Il fallait qu'ils attirent les investissements étrangers. En passant, d'ailleurs, vous avez quelqu'un, Grand Lyon, là, Monsieur Faudis, qui gère le développement régional économique du Grand Lyon. Bon, Paris est une ville très importante aussi, hein, un grand pôle économique. Mais la Chine, donc, s'est développée à outrance. Elle est partie de très, très bas. Et puis, il y a 10-15 ans, ben, les services américains sont quand même aperçus qu'il y avait anguille sous roche et que c'était un ennemi potentiel très, très dangereux. Donc là, il y a une réflexion. D'ailleurs, on le tombe sur Trump et puis même les propos de Mike Pence,
Et puis, bien sûr, Mike Pompeo, hein, MP, qui est venu voir Macron, qui s'est agenouillé devant des mémoires de certains, etc. Je passe, mais enfin, Mike Pompeo, sous Trump, c'était sans doute l'homme le plus important. Je ne vais pas... et puis, il est là-dessus, États-Unis-Chine. États-Unis, nous, on connaît bien, parce que finalement, c'est la poursuite du rêve européen. Les États-Unis, c'est 3 siècles d'existence, leur constitution remarquable, hein, bâtie sur 3 piliers, faite, on connaît les fondateurs des États-Unis, et cette constitution est tellement simple qu'elle est toujours d'actualité. Sauf que le monde a changé. La Chine, elle, c'est 3500 ans d'existence avec une grande tropisme civilisationnel. Et je vais aller directement au cœur des choses. La Chine n'a jamais dit qu'elle allait accepter la démocratie dans le sens occidental. D'ailleurs, pour nous, la grande ambition, pour nous, les transmetteurs et ceux qui vont être aux commandes à l'Union européenne, j'espère que ça va changer, nous, ce qu'on veut en Europe, c'était une puissance de paix avec nos valeurs. Mais pour avoir cette puissance de paix, eh bien, je rappelle la phrase vis pacem parabellum, si tu veux la paix, une puissance de paix, eh bien, prépare la guerre. D'ailleurs, je pense que dernièrement, j'ai amené mes petites filles pour faire de l'athlétisme, et puis le stade d'athlétisme était fermé. Il y avait la grande figure de Charles Hernu, grand ministre d'ailleurs, hein, un homme qui aimait bien la vie, etc. Mais Charles Hernu, je pense qu'il était ministre de la Défense, avait déjà aussi utilisé cette formule, être une puissance de paix. Ce qui est très ambitieux. C'est plus facile de faire la guerre, hein, comme des gens comme Erdogan, etc. Et bâtir la paix sur 20-30 ans, ça c'est dur. D'ailleurs, les Américains, après 1945, c'était excellent, parce que vis-à-vis des Japonais, avec MacArthur, un grand Américain, pendant 5 ans, il a dirigé le Japon, il a fait la constitution japonaise, et le Japon est devenu un peuple profondément pacifiste. Hein. Alors, revenons sur l'histoire conflit États-Unis-Chine. Je passe sur la position européenne parce qu'elle a été très fragile, voire très naïve pendant un certain temps, mais il y a un certain réveil dans ce domaine. Hein. Ce conflit il va durer parce qu'on est dans une guerre, ce ne sera pas une guerre frontale avec des destroyers et autres, mais il y a tant de formes de guerre, des guerres asymétriques, des guerres d'influence, de captation des cerveaux et de captation des élites. C'est pour ça que j'ai envoyé à Chantal un petit bouquin là, de Bruno Racouchot, que je vous conseille, parce que c'était quand même un jeune, il était dans les troupes de marine, il était au Liban, il a quitté, etc. Mais il s'est intéressé à pas mal de questions. Et en la matière, que ce soit du point de vue États-Unis, qui reste la plus grande puissance à l'heure actuelle, hein, je rappelle, reprenez mon truc comme basique du triangle de puissance. Hein. Dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont les 3 piliers de la puissance. Les États-Unis, c'est 700 milliards de budget militaire, la Chine, c'est 250 milliards, et l'Europe, c'est 13 milliards seulement, c'est-à-dire zéro. Zéro de chez zéro. Et en plus, comme Biden arrive, alors Trump, en fait, si on avait été une philosophie du diable, on aurait préféré que Trump reste au pouvoir, parce que Trump étant anti-américain, anti-européen, il avait désigné d'ailleurs l'Allemagne et la France comme ennemis aussi dangereux que la Chine. Bon, il a été tellement outrancier dans ses propos, donc en fait, avait déclenché quelque chose de très positif. Ben, peut-être on ne peut plus dépendre des États-Unis, il faut qu'on se défende par eux-mêmes, par nous-mêmes. Mais au niveau de l'Europe, des 27, la Grande-Bretagne ayant quitté, c'est bien dommage, hein, parce que les accords bilatéraux militaires entre la France et la Grande-Bretagne, Saint-Malo, Lancaster, c'est la seule puissance qui comptait. Maintenant, on se retrouve sur le continent européen, sur un plan militaire et renseignement, mais surtout militaire, il n'y a que les Russes et nous. Eh oui, parce que l'Allemagne, c'est pas terrible. Prenez les derniers propos de la ministre de la Défense, AKK, ça donne le camp habituel de nos amis allemands qui préfèrent dépendre du parapluie nucléaire américain que dépendre du parapluie nucléaire français. L'histoire joue encore un rôle. Hein. Et moi, je ne l'ai jamais cru. J'ai travaillé dans une boîte allemande. Comme l'a dit Chantal, j'ai créé aussi des sociétés. Maintenant, je me suis retiré, puis j'ai 70 ans. Donc maintenant, c'est plutôt à transmettre, ou plutôt éveiller les consciences quand on le peut. Quand on le peut, être un catalyseur de quelque chose. Et moi, mon rôle sur ce conflit États-Unis-Chine, il y a d'autres personnes remarquables, connues, qui peuvent intervenir et qui sont aussi très bien renseignées. Ça va perdurer pendant 10 ou 15 ans. Parce que la Chine, en 1949, enfin certains d'entre vous ont été en Chine, je crois, 1949, Mao Tse-tung prend le pouvoir, bon, 50 millions de morts, The Great Leap Backward, le grand bond en avant, c'était une catastrophe, mais Xi Jinping, le nouvel empereur, qui est président à vie.
hein, s'il le souhaite, a dit maintenant en 2049, ce seront à nouveau la première puissance mondiale. Et ça, c'est très important parce qu'il faut savoir d'où vient la Chine. D'abord, il y a cette différence, 3500 ans d'historique chinois, et puis du côté américain, qui est la poursuite du rêve européen, avec deux mères spirituelles ou parents spirituels, la Grande-Bretagne et nous. Hein. Pas uniquement l'exemple de Lafayette, mais tout le reste. Donc, et puis, les États-Unis ont en face d'eux non pas l'ennemi comme l'Union soviétique. Alors j'ai opéré à une époque sur le bloc soviétique. Quand j'étais dans une filiale d'Elf, je m'occupais du bloc soviétique, tous, y compris l'Allemagne de l'Est. Hein. Ça, c'est de l'histoire. Hein. Et puis après, quand je travaillais dans une boîte allemande, je m'occupais aussi du bloc soviétique. Mais donc, je connais assez bien ce qui s'est passé en Russie, en Union soviétique, etc., etc. Mon opinion, et c'est une certitude, c'est que face à l'Union soviétique, les États-Unis jouaient hors norme. Je dirais qu'il y a même pratiquement, ils ont bâti l'ennemi, alors que l'Union soviétique, c'était un nain sur le plan économique. C'était un dwarf. Il comptait pour peanuts. Tandis que la Chine, c'est très différent. Quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir, c'était 1,5%. Maintenant, c'est environ 20%. Et c'est déjà la première puissance commerciale mondiale. Alors donc, ce conflit va durer parce que c'est une guerre technologique, une guerre des cerveaux, une guerre de formation, une guerre des high-tech, guerre asymétrique aussi une influence. Et en ce domaine, la Chine a des réseaux. Évidemment, ils ne peuvent pas avoir le messianisme américain ou un certain messianisme pour de l'Europe. L'Europe devrait être porteur de valeurs, mais pas utiliser human rights. On fait pas. Je suis un ancien businessman. Hein, on ne fait pas de business avec human rights. Il faut laisser ça aux politiques, ça ne sert à rien. Hein. La Chine est très habile, regardez ce qu'elle fait en Afrique ou dans d'autres domaines. Hein, ils s'adaptent en plus. Donc là, face aux États-Unis, ils ont un ennemi qui est redoutable. Et je le dis 3 fois parce que, à moins qu'il n'y aura pas de conflit militaire classique, mais il n'empêche que, regardez l'histoire du cas de Huawei. Hein, Huawei qui a été dirigé, qui a été créé par un ancien général de l'APL, Armée populaire de libération, hein, qui est membre bien sûr du Parti communiste. Il y a 90 millions d'habitants, 90 millions de membres au Parti communiste chinois. Bon, Huawei est devenu une puissance considérable. Je sais que moi j'avais un copain qui était vice-président d'Alcatel en Chine, qui est mort d'ailleurs au Brésil l'année dernière, un grand copain, Patrick. J'ai perdu un ami fidèle, puis en plus qui connaissait très bien certaines choses. Alcatel n'existe plus. Et Huawei, là c'est un exemple, il y en a de multiples, hein, mais l'exemple de Huawei est très intéressant, c'est que la directrice financière de Huawei, c'est la fille du fondateur. Bon, cette nana, je crois qu'elle est en détention surveillée par les autorités canadiennes et les Chinois, d'ailleurs, par représailles, à confirmer ce point, auraient pris 2 personnes de la cité américaine, dont un qui risquerait éventuellement la peine de mort. Il y a 10 000 condamnés à mort chaque année en Chine, mais ils sont à 1,4 milliard, 1,5 milliard avec reconnaissance satellitaire type Helios, peu importe les 100 millions. En tout cas, cette guerre va durer très très longtemps et alors vous allez avoir une multiplication de phénomènes, surtout en mer de Chine. Je rappelle quand même un fait pour certains d'entre vous, s'ils ont suivi ça, le Vendémiaire, qui est une de nos frégates l'année dernière, c'était au mois d'avril 2019, a été arraisonné par la flotte chinoise en mer de Chine. La Chine considère que cette mer de Chine, elle est 100% chinoise. Or, c'est faux, parce qu'il y a des lois internationales du droit de la mer, il y a une petite partie. Et je pense que notre frégate Vendémiaire était dans la partie qui était internationale. Bon, ceci dit, au niveau français, on a fait, non pas fait low profile, mais on n'a pas voulu envenimer les choses. C'est moins grave que la frégate Corbet, qui a été quasiment attaquée à tour de missile par la flotte turque. C'est-à-dire qu'en Europe, on a un ennemi déclaré, tant qu'il sera au pouvoir, qui est important et qui est à notre porte. Hein. En dehors de l'islamo-fascisme qui sévit en France, bon, les services font ce qu'ils peuvent, mais ça fait 20 ans, les services de renseignement alertent les politiques, voilà le danger, 8%, 10%, 15%, puis rien n'est fait. Vous savez, c'est l'histoire de la lâcheté. Quand vous aurez des hommes et des femmes qui n'auront pas le courage de s'opposer, y compris au péril de leur vie, le pays va aller déclinant. C'est, à titre personnel, une de mes préoccupations en tant que citoyen français.
hein. Parce que quand je vois 57% des jeunes, bon, on dérive sur des questions métropolitaines ou de métropole. Donc cette guerre va durer longtemps. Je ne sais pas qui va gagner. J'ai pas de boule de cristal. Je sais que bien sûr les États-Unis, qui ont quand même des forces considérables, peuvent activer différents foyers de contestation. Bon, il y a Hong Kong, les parapluies orange, il y a bien sûr le Tibet, mais ça c'est une chimère, les Ouïghours, bien entendu. Ah, ça c'est facile, plus d'autres domaines, hein. L'attaque, oui, le système est un système autoritaire ou totalitaire. Vous avez toutes les graduations. Pour la question centrale pour nous, Français et Européens, c'est quelle est la position qu'on doit avoir. Et ça, c'est très important. Et je ne suis pas un mini Raffarin. Je connais Monsieur Raffarin, bien entendu, qu'il est incontournable, hein. Et puis, il a eu une médaille, je crois, de l'empereur de Chine, comme ami de la Chine, bon, peu importe. Bon, les réseaux d'influence chinois sont remarquables, hein. Ils sont bien informés, très anticipés. Je rappelle quand même le Most Minister of Science and Technology en Chine. La plupart des dirigeants sont des jeunes Chinois qui ont entre 30 et 35 ans, qui ont été formés soit aux États-Unis, en Australie, en Grande-Bretagne, ou chez nous. Je me souviens, moi j'ai un ami, vous savez, à l'IX, il y a des anciens, 40% je crois des étudiants de l'IX sont des étrangers. Bon, le président des polytechniciens chinois, c'est un ami, je travaille à BNP Stratégie, etc. Bon, les Chinois qui sont envoyés dans certains pays au cours des 10, 20, 30 dernières années, certains, il y avait du bas niveau, mais vous aviez des types d'élite, hein, qui au bout d'un ou deux ans parlaient français ou l'italien, etc. C'est la même technique les Japonais ou la même technique que les anciens Russes qui arrivaient parlant en français sans accent ou italien ou je sais pas coréen ou japonais, hein. Donc le réseau d'influence sont très importants. Bon, il y a les instituts Confucius, tout le monde sait, hein. Nous aussi, on a les instituts de l'Alliance française, mais on n'a pas de rond. Et souvent, par manque de financement, on est obligé de couper des antennes. Alors, le jeu, comme j'ai encore quelque chose à vous indiquer, bon, l'attitude de guerre frontale, tout ça, l'histoire, ses valeurs, je pense que euh, on peut essayer de comprendre la politique chinoise en regardant les plans quinquennaux. On les analyse. Je crois qu'il y a deux éléments qui sont centraux pour la République de Chine. C'est non seulement une autonomie stratégique, technologique, donc devenir aussi bon, voire meilleur que les Occidentaux. Et deuxième chose, une croissance interne. Croissance interne. J'assistais récemment aux assises internationales de l'innovation, hein, qui avaient été faites par le Grand Paris, mais il y avait un responsable de la ville de Lyon. Alors je ne sais pas qui est lyonnais, je ne vais pas jouer les Lyonnais, mais le nom de ma famille est un nom hyper, ma grand-mère, hyper connu, s'appelait les Colons. Il y en a des milliers. Donc moi, quand je suis à Lyon, je suis chez moi, hein. Enfin, c'est pour les Lyonnais qui sont ici. J'ai même été prof à l'ECE, peu importe, l'école 3A, c'est du passé, c'est secondaire. Bon, Lyon est une ville très internationaliste, discret, industriel, efficace, la ramenant pas, mais très efficace, hein. Laboratoire P4 qui a été construit à Wuhan, c'est qui? C'est Biomérieux, hein, avec Pasteur. Bon, et puis malheureusement, c'est que une fois que ça a été construit, les Chinois ont dit ben, bye bye les Français, on n'a plus besoin de vous. Je crois que d'ailleurs Mérieux a rompu le contrat de partenariat. Bon, Jean-François peut-être pourra nous en parler si c'est nécessaire. Donc en fait, les vraies questions, c'est que peut faire la France? On est petite puissance, 67 millions d'habitants, économie faible, force militaire qui a été râpée pendant des années. Là, il y a un certain renouveau, mais on existe encore par cet aspect-là. Je dirais que ça peut compenser, cette diplomatie militaire peut compenser notre faiblesse sur le plan économique par rapport à nos amis allemands, hein. Je ne suis pas anti-allemand, hein, mais je connais comment ils fonctionnent et moi, je ne rêve pas au couple franco-allemand, ça n'existe pas. Donc l'idéal, hein, ce serait que, je reviens encore sur cet aspect de défense, hein, dans les trois piliers de la puissance, c'est qu'à très très court terme, l'Europe dispose d'une Europe de défense, donc il faudra payer plus, et qu'on puisse jouer non pas à armes égales, mais à un jeu qui ne soit pas inégalitaire vis-à-vis de nos amis américains.
Parce que c'est ça la clé. Et je pense que d'ailleurs, pour les longs termes, le State Department aux États-Unis ou l'étude du CIA, etc., c'est l'idéal. Parce que s'ils devaient lutter tout seuls contre la Chine, ils ne sont pas sûrs de gagner les États-Unis. Même maintenant, même si c'est un très grand pays, bien informé, etc. Donc l'objectif, c'est de construire cette Europe de défense très rapidement. Et ce ne sera pas facile parce que sur les 27 pays qui restent, vous avez tous nos amis d'Europe de l'Est que je connaissais bien, bah, ils ont peur du grand ogre russe. Hein. Les pays baltes ont peur d'être envahis par la Russie. La Russie n'est pas un ennemi, mais comme on les a exclus de l'Union européenne à plusieurs reprises, alors que Poutine et ses homologues étaient très pro-européens au départ, mais comme on les a exclus parce qu'il y a eu des réseaux d'influence, hein, on a voulu créer à nouveau un pays un ennemi. Bon, la Russie, elle est très forte sur le plan militaire, mais sinon, c'est le pays de l'Italie. Hein. C'est ça la réalité. Par contre, leur diplomatie a toujours été habile, brillante. Moi, je considère toujours, écoutez, même du temps de Staline, qui était un vrai tyran, mais leurs diplomates étaient remarquables. Donc, il faut écouter tout ça. Hein. C'est comme les Chinois. Les Chinois, il y a un ambassadeur, son français était remarquable, meilleur que le mien. Il avait, je crois, que la Légion d'honneur de Chirac ou Tartampian. Évidemment, en plus, il avait fait l'ENA. Bon, sans commentaire. Donc, le vrai danger pour des peuples comme nous, qui sont des puissances moyennes, c'est l'intelligence chinoise. Hein, l'intelligence chinoise, alors deux choses que je vais noter parce que c'est de l'information qui est utile, il y a que 10% des Chinois qui ont un passeport. Donc ça fait 140 millions d'habitants qui peuvent aller à l'étranger. Si on prend au tourisme, vous savez, les quatre piliers de la diplomatie française, c'est premièrement économie et tourisme, deuxièmement environnement, troisièmement Europe et quatrièmement défense, renseignement, sécurité. Bien. Donc le tourisme, là pour l'instant, on a morflé. Je devais faire une conférence à La Rochelle, mais j'étais malade, j'ai pas pu y aller. Il faut essayer de attirer ces touristes chinois parce que quand les Chinois viennent en Europe, 55% vont en France. 55% vont en France pour des raisons très simples, faire du shopping, les marques de luxe, la gastronomie, et puis aussi s'imprégner de cette culture française. Hein, sous réserve, bien entendu, que les Français et les dirigeants savent d'où ils viennent. On a 1500 ans d'histoire. Hein, mais les jeunes Français, surtout les jeunes de l'immigration, ils ne le savent pas, ou ils sont dans l'ignorance. L'ignorance est la pire des pauvretés. Hein. Ce n'est pas de moi, hein, c'est d'un texte sacré. Mais objectivement, là, il y a des actions à mener. Sur le plan industriel, bon, on pourra parler. Moi, je répondrai à toutes vos questions. Hein. Après, je vais laisser 15 minutes pour recueillir toutes vos questions. Il y a bien sûr la question des propriétés intellectuelles, de la contrefaçon. Bon, à une époque, moi, j'ai fait donner des cours. Je travaillais pour une société française qui luttait contre la contrefaçon. Bon, j'ai encore des strates, mais heureusement que je ne suis pas devenu un spécialiste parce que si un spécialiste de la contrefaçon, ça veut dire vivre sous une fausse identité. Parce que la contrefaçon, c'est criminalité organisée et corruption. Donc, si vous touchez à ça, bah, vous risquez votre peau. Donc, on passe, mais il est certain, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Puis, vous avez la montée en technologie, ils sont capables d'aller sur Mars. Les prouesses technologiques chinoises sont remarquables. En plus, avec un système qui permet, ils ont envoyé pendant 20 ans, ils ont envoyé entre 500 000 et 700 000 étudiants étrangers. Ils ont fait les Japonais, mais ils sont fait encore mieux que les Japonais. D'ailleurs, le modèle au départ des jeunes chinois, dirigeants chinois en 1980, ça a été quoi? Bien sûr, le modèle américain, hein, le modèle japonais, le modèle coréen et Singapour. Singapour, parce que c'est une ville chinoise, mais avec une innovation qui est considérable. Hein. D'ailleurs, dans les plus grandes villes en matière d'innovation, Singapour était en bonne place, malgré le fait qu'ils sont très peu d'habitants. Donc, tous ces éléments-là, les États-Unis, je ne sais pas ce que va faire Joe Biden, mais enfin, Joe Biden, déjà, il a eu la sagesse, à 78 ans, dire, moi, je ne ferai qu'un seul mandat. Bon, c'est bien. Et puis, on sortira un peu des propos outranciers de Trump. Je pense que, heureusement que je ne suis pas américain, mais franchement, pour les démocrates, mes copains de New York ou de Californie, c'était un type à la ramasse. Hein. Certains disent on a honte d'avoir un président comme ça. Bon, mais on ne va pas rentrer sur l'aspect émotionnel. Hein. Les États-Unis ont aussi des braques. Nous aussi, on a eu des présidents qui n'étaient pas à la hauteur, ou des hommes et des femmes qui n'assuraient pas les choses. Alors donc, nous, on a des efforts au niveau de défense, des efforts au niveau de la réindustrialisation, donc servir un peu, c'est pour ceux qui parlent le chinois,
voir, Guangxi, pas Guangxi, les réseaux, mais Weiji, la crise, c'est fantastique menace, mais fantastique opportunité. Donc là, il y a des choses à y faire. On peut réindustrialiser une partie des choses. Et on a un type qui est très très bien, c'est Thierry Breton, qui est à la Commission de l'Union européenne. Pour une fois qu'on a un type qui sait ce que c'est que le business, qui est un politique et un stratège, hein. Moi, je me rappelle d'avoir écouté Thierry Breton au CDSE. Hein, CDSE, c'est le petit colloque des grands patrons de sécurité sûreté, business intelligence, les patrons internationaux. Mais Thierry Breton, quand il était à New York, il avait mis au point des logiciels d'application très importants. Et puis, il a été approché par des gens charmants, souriants, dire bah, écoutez, ce que vous faites, c'est très bien, ce que vous voulez travailler pour nous. C'était deux types de l'anglais. Bon, il a décliné, mais on a un type, Thierry Breton, ancien patron d'Atos, ancien patron des finances, je crois, hein, qui tient la barre. Moi, je l'ai écouté le 4 novembre, il y avait une réunion à Bruxelles, justement, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau de défense. Bon, un constat, lui, il a une vision qui est assez claire. Hein. Donc, il faut plein d'hommes et de femmes de ces talents ou des jeunes que l'on peut repérer, puis les propulser à l'Union européenne. Faire un travail d'influence. Moi, il y a 25 ans, j'avais rêvé d'être à l'intérieur de l'Union européenne. Et puis, au dernier moment, peut-être j'ai pas eu assez de volonté, alors qu'il y avait des manques à l'heure actuelle de lobbyistes, hein, je ne veux pas dire d'agents d'influence, mais de lobbyistes pour les intérêts français. Je pense que là, avec Thierry Breton, on a quelqu'un qui tient la route. Voilà. Donc, je fais H-2. Moi, j'ai 7h moins de quart. Donc, puisqu'on ferme la boutique à 19 heures. Je vais répondre à je vais essayer de répondre aux questions que vous pouvez me poser. Je vais prendre mon papier pour les noter. Euh, je- Nous, on doit rester quand même optimiste. Hein. C'est vrai que la France traverse des crises, crises morales, sociales, etc. Mais il y a quand même des choses qui sont importantes et qui fonctionnent très bien. Malgré cette pandémie, nous, on prévoit moins 10% de taux de croissance pour 2021. Alors en Chine, par contre, c'est entre plus 5 et 7%. Et ce n'est pas du fake information. Hein. À la fin de cette année, mes copains qui sont à Hong Kong ou à Shanghai ils m'ont dit les Chinois, ils en ont bavé au premier trimestre, moins 7, moins 8%, mais ils vont finir à plus 2% de croissance. Donc, il y a l'Asie, c'est mieux débrouillé que la nous. Et même sur le plan du Japon, le Japon, à fin octobre, c'était 1700 décès. Alors, ça fait 1700 décès de trop. Enfin, nous, on est à 50 000 ou 60 000. Hein. Donc, les Coréens, alors le meilleur exemple d'ailleurs en matière de lutte contre la pandémie, c'était le Taïwan. Ça, Taïwan, la petite île qui est à côté, à 150 km du continent. Voilà, d'ailleurs, Taïwan, ça c'est un cas de casus belli, mais les Chinois, ils ont des plans à 30 à 50 ans. C'est comme dans l'industrie pétrolière où j'étais, ou l'industrie militaire, enfin pour les meilleurs, c'est pas des plans à 5 ans, c'est des trucs à 30, 50 ans. Et puis, ils ont cette profondeur stratégique, civilisationnelle. Hein, au 19e siècle, la Chine a été humiliée, les guerres de l'opium, je ne vais pas faire l'histoire. Hein. Enfin, c'est assez lamentable. Hein. Les Britanniques ont vraiment été, mais c'était la puissance dominante, donc ils ont imposé par la force que les Chinois se droguent. Mais c'est une année d'humiliation, même pour les jeunes Chinois, mais ils ont ça. Alors, pour les hauts hiérarques de la, de la République de Chine, je pense que certains, d'abord souvent, ce sont des ingénieurs au départ, et ils s'inscrivent quand même avec cette philosophie du long terme. On est le pays du milieu, on ne souhaite pas être une force d'invasion ou autre. D'ailleurs, il ne pourrait pas, hein, parce qu'il y aurait des conflits. Ceci dit, quand même, pour les routes de la soie, où j'ai fait quelques conférences là-dessus, où j'ai organisé plusieurs conférences avec de très bons spécialistes, c'est une très grande ambition chinoise, parce que jusqu'à présent, la Chine restait cantonnée dans son pays continent, où il y a eu beaucoup de conflits, des scissions, etc. Là, c'est une vision globale, des routes terrestres, des routes maritimes. Hein, il y a 10 000 soldats à Djibouti. Point barre. Bon. Et il y en aura d'autres. Hein. Il y a des négociations qui sont en cours par la marine chinoise dans des petites îles du Pacifique, soit Kiribati ou Tartampion, pour en transformer en base. Quand on a beaucoup d'argent, on peut acheter, on peut construire des choses. Après, on détient les peuples par la dette, d'ailleurs. Hein. Voilà, donc moi, je vais arrêter mon propos pour que, je sais qu'à Lyon, on est une ville généralement bien informée. Hein, Merci Michel, je crois qu'il y a déjà des questions. Jean, tu avais des Allez-y, questions. je vais prendre les questions, deux ou trois, puis je vais essayer de répondre au mieux. Alors, j'écoute. Jean, Continuer, hein. Oui, oui, oui. Voilà. Vous m'entendez là? Oui.
Alors, J'entends. sachant que j'ai deux questions qui, à première vue, n'ont pas de lien les unes avec les autres. J'ai une question précise. Connaissez-vous Arnaud Danjean? Bien sûr. Bon. Autre question, croyez-vous réellement, je dis bien réellement, qu'il puisse y avoir une différence significative dans l'approche des États-Unis quant à l'Europe et à l'existence de l'Europe et à la notion de défense européenne? J'aurais d'autres questions, mais je me limite à ça. Oui, oui, ok. Moi, je vous ai répondu là pour le parlementaire que vous mentionnez, Arnaud Danjean, qui est très content d'être parlementaire et il a un bon job. Il vient autrefois des services, il n'est pas resté très longtemps. La deuxième question est une question très lourde et complexe. Je vais la traiter après. Je prends deux autres questions et puis le président, c'est lui le maître du temps, donc ou Chantal. Donc vous me Ben, direz. moi, j'avais une question plus Allez-y. simple. Plus simple. J'ai beaucoup lu des articles après la victoire de Joe Biden qui disait, donc dans le courrier international, qui disait que, enfin, très bien que Joe Biden soit élu, mais qu'il y avait un héritage de Trump, et notamment, alors est-ce que c'était du fait du conflit avec la Chine, que le train pour que l'Europe devienne autonome à tous les niveaux était lancé et qu'on ne pourrait pas revenir en arrière? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, je vais quand même répondre parce que c'est vraiment des questions importantes pour nous, Français, à l'intérieur de l'Europe. Euh, Peut-être qu'avec la présidence de Biden, d'abord, je rappelle, certains d'entre vous ont été aux États-Unis, donc le pouvoir aux États-Unis, c'est pas le président, hein. C'est le Congrès, le complexe militaro-industriel et les services américains qui pilotent, hein, des gens comme Mike Pompeo, avec un passé comme ça, hein. Donc c'est ça où je dis, tiens, donc l'intérêt des États-Unis intelligent, ce serait, s'ils veulent lutter contre la Chine, d'avoir un allié de poids. L'allié de poids, c'est quoi? C'est d'avoir l'Europe avec elle. Et mais en même temps, tout en assurant quand même l'hégémonie et le leadership américain. Donc c'est assez difficile de trouver le bon compromis. Notamment pour nous, pour l'instant, on dépend totalement des États-Unis sur le plan de défense. Même en Afrique, les petites opérations d'OPEX, si on n'avait pas les avions de reconnaissance, plus une partie du renseignement américain, je crois qu'on ne peut pas opérer. Et deuxième élément, on n'a pas de souveraineté numérique, hein. Aux États-Unis, il y a la GAFAM avec Microsoft, mais vous avez aussi pour la Chine les BTAX, qui sont. La Chine a la souveraineté numérique, hein. C'est-à-dire qu'eux ont véritablement œuvré pour une vraie souveraineté. Mais en Europe, quels sont les pays qui ont cette notion de souveraineté? Surtout on se dit, oh, mais ça c'est encore le délire des Français, hein, le panache, tatati, tatata. Non, mais certains pays, ils n'en ont rien à foutre. Ça ne les intéresse même pas, hein. Prenez la Pologne, la Hongrie. La Pologne n'a aucune confiance dans une défense française ou européenne. Elle préfère acheter des avions américains. Donc, on a un dossier intéressant, important sur les réalités, hein. Là, il y a tout à construire, tout à construire, hein. L'Europe de défense n'existe pas, donc pour les États-Unis, c'est pratiquement pain béni. Je ne sais pas, j'ai entendu qu'il y avait un nouveau State Department qui était un francophile, un type qui a 50 ans, qui parle bien français, c'est assez étonnant. Moi, j'avais des liens indirects avec John Kerry, qui était très francophile, hein, qui faisait du vélo, etc. Bon, d'ailleurs, il ne disait pas aux Américains qui parlaient français, parce que rappelez-vous, French bashing du temps de l'Irak, hein. Vous savez, un jour on est amis, un jour on est ennemis. Bien entendu qu'au niveau des valeurs, mais il n'y a pas que ça qui compte. Au niveau des valeurs, la Chine n'a jamais dit qu'elle voudrait être une démocratie. Donc il y aura une différence, alors là, évidemment, de valeurs, hein. Celui qui défendons nos valeurs, ceux qui défendent réellement les valeurs, ils sont discrets ou secrets. Et les autres, c'est des blablateurs, hein. Et donc, il est bien certain qu'il y a plus de cohésion entre l'Europe occidentale et les États-Unis. D'ailleurs, le Japon aussi, le Japon, l'Australie. J'ai vu un article récemment, que je m'intéresse toujours à cette zone pacifique, que le Japon avait signé des accords avec la marine australienne. Évidemment, l'Australie, c'est le grand géant du Pacifique Sud, hein. Donc, et il y a... je, je- je pense que tout dépendra d'abord de la volonté européenne, de la volonté française, d'envoyer des hommes ou des femmes à l'Union européenne à des postes de commandement, hein.
Je rappelle 4C plus I, hein, on n'a rien. 4C, un commandement, Communication, Computer, Control and Intelligence, hein, le I. Donc, pour l'instant, il n'y a rien, il y a tout à construire. Donc, c'est vraiment l'utopie. Et il nous faudra, et je le dis de manière, soit des gens comme Clémenceau, soit des gens comme Guillaume, qui était un grand bâtisseur après 45, patron de l'industrie, créateur du SDEC, premier patron d'Elf, ou des mecs comme Speer. Alors évidemment, on dirait Albert Speer, il mentionne un fasciste, un ancien de nazi. Mais ce type-là, Albert Speer, qui était architecte au départ, a fait un travail remarquable hein, d'armement de l'Allemagne pour lutter contre le front de l'Est. Parce que qui est-ce qui a gagné contre, qui est-ce qui a battu l'Allemagne nazie? Ben, c'est les Russes, hein, 26 millions de morts, les Russes. Hein. Donc ça compte. Hein. Bien sûr, nos amis américains sont arrivés en 1944, ça c'est clair. Mais il ne faut pas oublier de l'autre côté. Hein. Et la Grande Guerre patriotique, Poutine, qui est un grand patriote, lui, il sait ce que son pays a dû faire. Donc, je pense que nous, en Europe, il y a 3 grandes puissances au niveau mondial. Je crois que le connaissez, les États-Unis, l'Amérique du Nord avec nos amis canadiens, l'Europe de l'Ouest, la Chine. Alors, bien sûr, il y a d'autres puissances qui comptent, le Japon, la Russie, le Brésil, l'Arabie saoudite, l'Iran, les Perses. Mais ces trois éléments, pour nous, Européens, il faut qu'on ait une patine particulière. Et je dis bien puissance de paix avec nos valeurs. Puissance de paix avec nos valeurs. Merci Michel. On va prendre une autre question encore, okay. Serge. Oui, merci M. Panet. J'ai apprécié votre discours et en particulier ce que vous avez dit à propos des enjeux autour du numérique et ce que Thierry Breton pourrait faire. C'est ma question justement. Dans l'après-Trump, qu'est-ce que vous pensez que l'Europe pourrait faire pour, sinon combattre, en tout cas contrebalancer la puissance des deux grands, la Chine et les États-Unis, sur le domaine du numérique et de toutes les conséquences industrielles et économiques qui vont avec. Sous question, c'est est-ce que l'Europe peut, avec les fabricants comme Nokia ou Ericsson, oui. Trouver une voie pour être concurrent sur la 5G ou sur les conséquences de la 5G, etc. Enfin, c'est autour du numérique. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Breton ou qu'est-ce que vous attendez de lui? Merci. Ok, non, votre nom, parce que vous n'avez pas mentionné P, ça veut dire quoi? Point. Serge Point. D'accord. Bon, non, j'en prie, non, pas de souci. Contrebalancer, c'est le bon mot, mais en même temps, vous avez cité Nokia et Ericsson. C'est deux petits, mais eux qui pourraient être la forge derrière, il faut mettre 100 milliards de dollars ou 100 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il faut vous mettre des moyens financiers considérables. Parce que UAE va essayer, il y a des pays bien sûr qui vont suivre les ordres des États-Unis, on ne veut pas de UAE chez nous, je pense notamment aux Britanniques. Bien, mais d'autres pays comme la France, c'est mitigé, hein, en sachant quand même que Paris, le Grand Paris, qui est un des premiers pôles économiques européens, 90% est déjà la 5G. La Corée du Sud, ça fait déjà 2-3 ans que 100% est la 5G coréenne, et les Japonais aussi. Hein. Donc, moi, je pense de manière hors Thierry Breton. Hein. Thierry Breton a des intelligences, c'est un vrai stratège. On a de la chance d'avoir un type comme ça, d'ailleurs, à Bruxelles, hein, oralement. Hein. C'est des moyens financiers considérables. On a fait un plan, là, 750 milliards, plan de relance. Bon, on fait marcher la planche à billets, mais finalement, on transforme la dette en obligation. Il y a des systèmes, les banquiers, les financiers, on peut très bien réussir. Donc, il faut s'endetter et mettre le paquet pour construire. Alors, bien sûr, on peut tenir en partie sur le plan des taxations, mais ça ne remplacera pas. Microsoft a un immense centre de recherche ici, Moulineaux, ils en ont peut-être dans d'autres villes. Ça va être très, très dur. Franchement, ça va être très dur. Alors, on peut s'en sortir, en fait, mais c'est un mot, c'est par l'innovation. Mais l'innovation, comment on la crée, l'innovation? Quels sont ceux et celles qui sont très en avance et qui se donnent les moyens financiers, humains pour être très innovants? Parce que l'innovation, si on est capable de trouver, je ne sais pas, la 6G au niveau européen,
bon, ben, effectivement, là, on aura un gap technologique qui est considérable. Mais c'est peut-être un traum, c'est peut-être un rêve, mais c'est, à mon avis, une des solutions. Et je vous dis, je ne suis pas un spécialiste, moi, de ces questions numériques. Moi, j'ai des amis qui connaissent très bien la cyber, tout ça, c'est chacun son domaine, mais je pense que pour Thierry Breton et puis les hommes qui sont autour de lui, c'est de construire des poids lourds. J'avais fait en 2012 une conférence à l'espace Jean Monnet sur réindustrialisation européenne. Bien. J'ai repris ce papier parce que je travaille dans un groupe de travail depuis plusieurs mois pour qu'est-ce qu'on fait pour réindustrialiser en rêvant pas le monde, hein. Mais mon papier, moi, de 2012, où je fais des alliances franco-allemandes, des alliances, etc., rien n'a bougé. Et même regardez l'histoire de Alstom et Siemens. Je sais pas, la directrice de la concurrence a dit non, non, c'est pas bon. Conclusion, bah, Alstom s'est coquiné avec Bombardier qui était en difficulté financière. Bon, si on n'est pas capable à l'intérieur de l'Europe de construire des projets, il faut être les pieds sur terre, discret, efficace et très ambitieux. Très ambitieux. Moi, je vais me servir pour répondre à Serge là. Who does win? Qui ose gagne? Ça, Est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur Panet, oui, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faut faire en sorte de retenir nos cerveaux? Ben, oui, mais là c'est la grande question parce que la guerre des cerveaux, elle existe depuis des lustres. Et repérer les hommes et les femmes qui savent, qui sont des vrais architectes de nouveautés ou d'innovation, mais la guerre est déjà enclenchée. Regardez, on a des prix Nobel qui sont d'origine française, mais ils ont été aux États-Unis. La recherche française, ils n'ont pas assez d'argent, etc. Donc, les sirènes américaines, moi je me souviens, j'étais en Californie il y a quelques années parce que j'avais la famille qui faisait postdoc, etc. Et je discute avec un ami, un biologiste, il est docteur en biologie, il me dit, écoutez, monsieur Panet, moi en France, je suis chôme-du. Aux États-Unis, je travaille à Irvine University, mon patron, c'est quasiment un prix Nobel, je gagne bien ma vie. Bon, c'est fini, moi je ne vais pas retourner, j'irai peut-être voir mes parents, mais il faut dire que la Californie, c'est quand même le pays qui attire les très bons. Mais il faut être excellent, il ne faut pas être très très bon. Donc, comment maintenir les cerveaux bien, il faut les payer, il faut leur donner les moyens de recherche. Alors, le problème, ça va être pour la Chine, parce que la Chine, elle n'a pas, d'abord, il y a le problème de la langue, il y a quand même une barrière. Il faut 5 ans pour un civil moyen pour apprendre le chinois. Mais il faut 5 ans d'effort, hein, pour apprendre, nanana, nanani, etc. Moi, je ne parle pas chinois, j'ai 50 mots et je m'en fous. C'est trop tard. Donc, mais j'ai plein de gens qui peuvent m'apporter, décrypter, etc. Ça, c'est un élément très important parce que, vous savez, vu de l'extérieur, même si la France est une puissance moyenne de 67 millions d'habitants, elle est considérée comme un pays très innovant, mais qui ne sait pas souvent travailler collégialement, parce que l'intelligence collégiale est toujours supérieure à l'intelligence individuelle, et puis le civisme est très faible, hein. Donc, il y a beaucoup de freins, pour que notre pays puisse, et l'Europe puisse redevenir une puissance innovante. Donc, peut-être que la pandémie va réveiller des choses très, très positives, hein, une prise de conscience que l'on lutte pour notre survie. Hein, les Japonais, qui n'ont strictement rien, ils importent tout, mais ils luttent pour leur survie. Alors, je ne parle pas aussi d'une autre petite puissance qui s'appelle Israël, 8,5 millions d'habitants, hein, qui était d'ailleurs, avant que la Corée du Sud devienne le pays le plus innovant, était le pays le plus innovant par tête d'habitants, hein. Il y a des vraies raisons à ça, hein. Qui est innovant? Pourquoi il y a des communautés de pensée qui sont élitistes carrément? Et la guerre des cerveaux, je vais m'en reprendre une historique. 1945, rappelez-vous, hein, les Allemands étaient, même si c'est un système totalitaire, étaient très très innovants. Von Braun a été piqué par les services américains, puis les Russes, ils ont piqué aussi les grands savants. Et nous, je crois, France, on a récupéré le 3e niveau, ce qui nous a permis de lancer les fusées avec les programmes Sahara de Gaulle et du grand Mesmer, hein. Donc, l'histoire se répète. Mais pour la Chine, c'est plus difficile d'obtenir les cerveaux étrangers. Mais sauf qu'ils les payent très cher, hein. C'est tout à fait légal. Hein. C'est comme les Japonais, ils voulaient construire des navires, des avions assez efficaces. Bon, ben, ils ont payé des ingénieurs américains, ça donnait le zéro de Mitsubishi. Vous voyez, je pense que
ça, c'est un élément important. Puis, bien sûr, il y a des campagnes de sensibilisation par les services français. Hein. C'est pas du temps de la DST, ils faisaient plein dans les grandes écoles. Voilà ce qu'il faut faire, pas faire. Les règles minimales de prudence. Hein. Bon, ben, il faut les développer. Il faut continuer ça. Maintenant, c'est la DGSI qui le fait. Il y a une service. C'est de l'information ouverte d'ailleurs. Hein. Ils font ça auprès des grandes écoles. Voilà ce qu'il faut faire, pas faire. Mais comment voulez-vous empêcher l'ego, c'est l'élément le plus fragile, c'est les humains. Il y a mice, money, ideology, corruption, ego. C'est les plus difficiles. Bon, quand vous prenez le Paris-Bruxelles, si vous êtes un pro de l'information, mais vous allez apprendre plein de choses. Il suffit de bien vous placer parce que les gens parlent. Ah oui, tu crois, nanani, nanana. Voilà, donc, donnez, comment dirais-je, donne à tous tes oreilles, il y a très peu ta voix, surtout si tu es en mission. Monsieur Barnier, Oui, je t'en prie. j'aimerais dire un mot rapide. Oui, Vous avez parlé de 3 puissances, États-Unis, Chine et Europe. oui. J'ai souscrit à beaucoup de choses que vous avez dites, mais je ne suis pas du tout d'accord. La puissance européenne n'existe pas. Il y a une richesse européenne, mais pas de puissance. Tout à fait, mais bien sûr. Et on Mais, ne décide pas à 27. oui, C'est oui, un leurre. mais bien sûr. Non, Et mais je ne vois pas encore, je le souhaite, mais je ne vois pas encore comment sortir de cette problématique. alors, effectivement, l'Europe est une puissance marchande considérable, mais ce n'est pas une puissance politique, c'est ce que j'ai dit dès le départ, parce qu'elle n'a pas de défense ni de renseignement. Hein. Donc, et ça fait partie des 3 piliers de la puissance. Donc, c'est en fait, c'est open bar. Hein. C'est open bar, tout le monde peut venir. Et le premier marché d'ailleurs à l'export de la Chine, c'est l'Europe. À vérifier, mais j'en suis certain. C'est pas les États-Unis. Hein. Donc, et la Chine, dans son intelligence pour faire des affaires, va essayer d'avoir beaucoup d'amis au sein de l'Union européenne, y compris au sein des instances dirigeantes, politiques et autres. C'est une évidence. Ça c'est du grand boulot. C'est le divin écheveau. Hein. Lisez. Y compris l'Afrique d'ailleurs, les Chinois. Pardon? Y compris l'Afrique, les Chinois. Bien sûr, bien entendu. L'Afrique, c'est considérable. Vous avez des pays, c'est déjà un protectorat chinois. Hein, donc, moi, je pense que ce que je dis, je vais continuer, je dois faire d'autres conférences sur ce thème et en même temps sur les thèmes de l'Europe, parce que si on ne fait rien, ben, l'Europe peut se déliter aussi. Hein. Moi, je me souviens Thierry de Montbrial, il était le patron le fondateur de l'IFRI. Bon, c'est devenu le meilleur think tank européen. On a déplacé les Britanniques, Chatham House. Hein. Donc, c'est bien. Et Thierry de Montbrial avait créé la chaire Relations internationales. Mais je me souviens, j'avais assisté, c'était à l'ouverture de sa chaire ou un peu, et disait il y a 15 ans, il y a plusieurs hypothèses pour l'Europe. Soit elle se consolide et se renforce, soit elle se délite ou disparaît. Et j'ai en tête la mémoire de William Schauber, c'était le patron des finances allemandes, qui disait bah, ça ressemble un peu à l'empire, pas l'empire germanique, mais un autre truc. Il n'y avait pas d'autorité, c'était pas une monarchie, bah, ça a disparu. Et on peut aussi voir cette hypothèse se réaliser. Le retour des pays, regardez la Corée du Sud, 53 millions d'habitants. Attendez, pour ceux qui connaissent bien l'Asie, en 53, après une guerre terrible, 3 millions d'hommes. Il y a eu un petit bataillon français hein, qui avait été envoyé, 3 000 hommes, je crois. 3 millions de morts, la Corée du Sud, c'était très pauvre. Ils étaient en état de misère, ils crevaient la dalle. Bon, ce pays, 30 ans après, est devenu la 11e puissance industrielle. C'est-à-dire que des pays qui avaient pratiquement rien, détruits, sont devenus. Alors, ils ont copié leur grand concurrent japonais qu'ils n'aiment pas du tout, parce que 1910 à 1945, la Corée était une colonie japonaise, mais très maltraitée, très maltraitée. Mais ça, c'est des exemples. Donc, on peut très bien le faire. C'est comme, évidemment, un historique sous Napoléon III ou après Napoléon III, il y a eu un regain. D'abord, c'est une grande défaite, la défaite de Sedan, qui a permis la création de l'Empire allemand, hein, du Reich allemand, sous le grand comte Otto von Bismarck, qui a bien défendu les intérêts de son pays. Eh bien, il y a eu un regain d'innovation et la France était très innovante. Donc, nous, en fait, on est condamnés à devenir des Israéliens. Hein, quand je dis ça, on est condamné à être ça. Si on ne fait pas ça, il y a du souci à se faire pour nous, nos enfants et les petits-enfants. Hein. Et ça ne sert à rien d'avoir de l'éclairage s'il n'y a pas d'action derrière, si on ne met pas des hommes et des femmes
pour bâtir des choses. Hein. Je vous dis, il nous faut, au niveau industriel, la question là sur Thierry Breton, il nous faut, pour la 5G, il nous faut des grands industriels, des gens qui ont la vision du stratégique, les finances, donc avoir des centaines de milliards, et il faut être ambitieux, de l'audace. De l'audace. Et je reprends cette formule parce que je l'avais prise dans certains cas, c'est who dares win, hein, qui ose gagne. Donc pour nous, repérer les hommes et les femmes qui peuvent être des gagnants. Alors aux États-Unis, bon, en dehors de l'épisode Trump qui est passé, mais c'est un pays qui est gorgé d'optimisme, hein. Mais c'est une évidence, hein. Les gens ils disent mais finalement, je suis devenu très très riche, mais avant j'étais tout petit. Ça existe encore, même s'il y a de grandes différences. Il n'y a pas de sécurité sociale, etc. Il faut donner sa credit card pour avoir des soins. Mais, mais les États-Unis ne feront plus rêver comme il y a 20 ou 30 ans, hein. Moi, je fais partie de cette génération, comme d'autres, hein. Ce qui venait des États-Unis, c'était quand même pas béni. Il y avait les Japonais, hein, des années 70-80, hein, qui ont été des grands maîtres, le toyotisme, les techniques Kaizen, qui étaient très supérieures aux Américains et aux Européens, hein. Donc, mais maintenant, le Japon sait qu'il est une puissance importante, c'est toujours une très grande puissance. Lui, c'est la troisième puissance, hein, puisque l'Europe n'existe pas. Ça répond à votre question, là. L'Europe n'est pas une puissance, ben, vrai, mais dans ce cas-là, États-Unis, Chine, et puis le dernier, il y a le Japon, avec ses 127 millions d'habitants, qui, lui, pour des raisons démographiques et surtout d'ethnie, est prêt à être 95 millions dans 20-30 ans, parce qu'il ne veut surtout pas de travailleurs immigrés. Ça, c'est clair, hein. Pour ceux qui Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Jean-François qui essaye de... J'aurais été tenté, si on a encore quelques instants. Il y a Jean-François qui essaye de parler, mais il est en muet. Non, là, je ne suis pas en muet, là. Non, Jean-François. Ah, pardon, alors. Tu es en muet, Jean-François. Mais remets le micro. Ah, il faut peut-être lui téléphoner. Et là, c'est bon? Ah, c'est bien. Ah, bien. Ah bon, Voilà. c'est bon, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Très bien. Oui, moi je partage bien, bien les points de vue de Michel. J'avais fait, voilà, quelques mois au club une intervention sur le P4. Je t'enverrai d'ailleurs le compte rendu que j'ai fait sur ce P4. Enfin, je ne sais pas si vous l'aviez tous reçu dans le club et en tête. Bien, c'est oui. très caractéristique. C'est très caractéristique d'ailleurs des relations avec la Chine. Moi, je voulais surtout insister. Enfin, moi, j'ai une petite passion pour la Chine. D'ailleurs, j'ai une fille qui a été à Shanghai et c'est peut-être aussi une des raisons. C'est surtout sur un point. Pour une raison, c'est que je suis Gadzar, enfin je ne suis pas le seul dans le club d'ailleurs, arts et métiers, et on a des échanges avec les universités technologiques chinoises où il y a des doubles diplômes entre les arts et métiers et les Chinois. On n'insiste peut-être pas assez sur la technologie chinoise qui est en train de se développer à une vitesse phénoménale avec des écoles confuciennes, comme on dit, où la sélection et l'orientation dans la haute technologie est absolument considérable. Et si ça continue dans ce sens, et ça va continuer d'ailleurs, c'est nous qui serons en retard au niveau scientifique par rapport à la Chine. Et ça, on ne le dit pas assez, parce que ça, c'est une puissance considérable pour le 21e siècle. Et je concluais mon article en disant, le 21e siècle sera chinois. Jean-François, tu as raison, vraisemblablement, tu as raison. Et il y a 10 ans, je disais, parce que les gens disaient, ah, tu t'occupes avec la Chine, système autoritaire, dictature. Je disais, mais non, le vrai danger pour le monde occidental, c'est l'intelligence chinoise. L'intelligence, la technologie, l'information, etc., etc. Et ce que tu indiques, Jean-François, c'est la réalité. C'est pour cette raison qu'entre le match entre États-Unis et Chine, qui va durer, il ne sera pas un truc guerrier, il y a beaucoup de rapports, souvent on parle du mythe de Thucydide, là, qui était un philosophe stratège du temps de Péloponnèse grec, qui disait vous avez une puissance qui monte, une puissance qui est le leader, et dans 70% des cas, il y a une guerre. Mais il ne peut pas y avoir de guerre classique entre les États-Unis et la Chine. Mais il y a d'autres manières de faire la guerre. Toutes les guerres asymétriques, d'influence cognitive. Là, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Il y a des gens qui vont gagner, d'autres qui vont perdre. Et moi, je vois la technologie chinoise. J'avais fait une conférence à Chengdu
Hein, c'est là où il y a les avions, les copies des Sukhoi russes. Et puis aussi, il y a des trucs de base satellitaire. Mais sur l'innovation, qui était un truc soft que j'avais fait, mais avec nos amis, on avait bien perçu que le niveau d'innovation, oui, allait augmenter crescendo. Voilà. Ils ne se sont pas trompés, les Chinois, hein, parce qu'ils ont envoyé beaucoup d'étudiants dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce en France, hein. En France et en Europe, hein, d'une façon générale. Oui, il y a eu entre 500 000 et 700 000. Et alors, la plupart de ces étudiants, je vous dis, c'est la même technique que les Japonais. Les Japonais, après Meiji, hein, ils ont failli se faire coloniser. Donc, ils ont envoyé une masse d'étudiants étudier le droit en France, étudier le monde militaire chez les Prussiens, parce qu'ils avaient gagné. Chez les Britanniques, la marine britannique. Donc, ils ont fait la même chose. Et puis, ils sont revenus, la majorité sont revenus. Hein, même, il y a un type, par exemple, qui était... comment ça s'appelait ah oui, il avait travaillé dans l'électronique, il avait pris la société américaine, après bon, enfin bref, ils ont un Chinois reste un Chinois, donc il faut l'intégrer. Hein. La diaspora est remarquable. Il y a non pas un désir de vengeance, mais seulement de renouveau. Et cette histoire de l'humiliation au 19e siècle par les guerres de l'opium, etc., les concessions qui étaient des protectorats. D'ailleurs, le péril jaune, vous savez, ce péril jaune pour les civils, en fait, c'est les Allemands, c'est l'équipe de l'Abwehr. Enfin, ce n'était pas l'Abwehr, c'était la Nachrichtendienstabteilung 3 qui a créé ça de facto sous le Kaiser pour justifier la présence allemande dans le Shandong, qui en 1918 est tombé sous domination japonaise. Hein, parce que les Japonais ont récupéré toutes les possessions allemandes après la guerre 18. Les Japonais étaient dans le camp des Alliés. Hein. Ça leur a servi après comme base d'ailleurs. Hein. Donc je pense que la lutte entre les États-Unis et la Chine, je ne sais pas qui va gagner. Il y a des carences aussi parce que la Chine a des faiblesses, hein, mais par contre, il y a une vraie... l'avantage du système autoritaire, hein, c'est il y a le bureau politique décide et puis ça descend et avec des gens qui au départ étaient des ingénieurs et qui servent bien l'empire, qui servent bien leur patrie finalement. Hein. Donc ça va être, je pense que ça va être difficile, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. On vit des temps qui sont très incertains. Hein. Ce n'est pas de l'optimisme, on est dans le monde de l'incertitude. Gérer l'incertitude, gérer l'éclair. Hein, on reprenait les papiers là, de M. De Villiers, on est assis sur un volcan. Mais je rappelle encore Gérard Collomb, qui a quitté son ministère de l'Intérieur, il disait il y avait des communautés qui sont côte à côte et vont se faire face à face. J'espère pas, mais c'est possible. Donc tout est possible. Hein. Je crois que bon, nous, on doit garder l'espérance, un certain optimisme, puis surtout rassembler les meilleurs et les jeunes. Donc le recrutement des jeunes dans les écoles, à mettre les profs au bon endroit et attirer quand même les étudiants chinois. Bon, bien entendu, il y en a une partie des étudiants chinois qui vont travailler pour les services Guangbu, mais c'est une évidence. Ça, hein. Mais les Chinois vont peut-être s'assimiler peu à peu à faire, comme les Japonais, de l'intelligence économique massive. C'est ce qu'ils font déjà. Et vous faites de l'intelligence économique, c'est tout à fait légal. Bon, ils conserveront aussi un appareil d'espionnage important. C'est pour cette raison que l'Europe n'est pas une puissance. On n'a pas de défense ni renseignement. On compte pour du beurre. Point barre. Vous savez, je ne sais plus qui a dit... On peut peut-être passer à la dernière question. Oui. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Alors, si je ne coupe la parole à personne, je voulais juste avoir votre avis sur l'influence très récente là, de cette pandémie de Covid. Est-ce que ça peut influencer d'une manière ou d'une autre les stratégies chinoises, sachant que quand on a un plan à 30 ans, 40 ans, comment on intègre quelque chose de nouveau comme cette pandémie? Est-ce qu'on la raye en disant c'est une parenthèse et on continue tout droit? Est-ce qu'on infléchit un peu sa politique? Comment on gère ça avec ce qui se passe aux États-Unis aussi en se focalisant sur la pandémie? Voilà, c'est… Bon, sur gérer la crise, je crois les Chinois, bon, je ne sais pas le nombre exact de Chinois qui sont morts du Covid. Bon, officiellement, c'est un chiffre qui est très bas. Je passe. Mais je pense que la Chine a pris les mesures
D'abord, ils ont des contrôles. Rappelez-vous, tout le monde a un smartphone, hein, il y a 900 millions de smartphones, donc détection. C'est comme au Japon, si vous avez de la température, vous pouvez pas prendre le métro. Bon, et en Chine, c'est pareil, hein. Donc, je pense qu'ils l'ont intégré. Bon, il y a eu dans l'histoire de l'humanité beaucoup de virus, la peste, la grippe espagnole, 50 millions de morts. Donc finalement, ils l'intègrent ça. On est 7,7 milliards d'individus, ils dépasseront ça. Et puis en même temps, comme tous les bons, la crise, c'est bien sûr c'est enjeu, opportunité, menace, hein, toujours ce truc triptyque. C'est un danger pour le Wuhan, mais ceux qui ont été à Wuhan savent maintenant que la vie a repris cours. En Corée du Sud aussi. Alors, il y a un regain. Et puis, il y a les vaccins qui vont arriver. Donc, les vaccins de Pfizer, de Moderna, le vaccin Sputnik, qui est un truc classique des Russes, là. Bon, moi, je pense les Chinois, ils n'ont pas trop peur de ça. Ils en ont eu plein. Ils ont eu le SARS. Hein, et il y en a eu d'autres. Pour cette raison, d'ailleurs, les pays d'Asie, que ce soit Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, comme ils ont eu ces virus importants, ils ont pris des mesures que nous n'avons pris qu'avec retard. On ne va pas se lamenter, mais la gestion sanitaire de notre pays a été assez lamentable. Hein. On n'a pas besoin de masques, on a besoin de masques, on ne fait pas les tests, etc. Je ne veux pas revenir là-dessus, c'est trop facile. Hein. Et puis, elle continue d'ailleurs, elle continue. Pardon, mais ça peut-être continuer. Je pense qu'on aura un troisième confinement. Hein. Ça, c'est du flair. En tout cas, il y a les fêtes de Noël qui arrivent. Moi, je vais donner mes cours en distanciel et ça m'embête un peu, mais je suis obligé de le faire juste avant les fêtes de Noël. On verra le 20 janvier. 20 janvier, on va peut-être ouvrir pendant un mois. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que feront nos gouvernants. Je suis incompétent. Je suivrai. Hein, j'ai mon masque. Le couvre-feu, 20 heures, donc comme vous. Okay. De toute façon, on va vivre les choses un peu au fur et à mesure de nos chers politiques et de toutes ces commissions sanitaires et de médecins, tous très haut en compétences, certainement. Mais du coup, on subit un peu les choses. En tous les cas, merci Michel Panet de cette conférence. C'est vrai que c'est très intéressant d'avoir effectivement ce lien entre les différentes puissances du monde. C'est vrai je pense qu'effectivement le contexte fait qu'on n'a pas fini de voir les choses bouger. Et c'est vrai qu'aussi effectivement il y a un petit peu l'Europe est un peu dilatée par le nombre. Et puis la France, effectivement, au niveau de la politique d'armement, laisse certainement un petit peu à désirer depuis déjà pas mal de temps. Hein. Absolument. Il n'y aura pas d'Europe sans Europe de défense et de renseignement. C'est tout. Ça, c'est une certitude. Et dans ce cas-là, ce n'est qu'une puissance marchande. Et l'avenir est très incertain. C'est vrai. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que certains avaient besoin de prendre la parole pour